Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bien, bonjour à tous. Je voudrais déjà dire que je suis très heureux et très honoré de parler ici aujourd'hui après Mathias et je vous remercie pour ton invitation. Donc Mathias a déjà un peu introduit la thématique puisque moi je vais vous parler d'optique de champ proche. Et alors plus spécifiquement, je vais essayer de vous montrer qu'on peut, avec les outils que sont les microscopes optiques en champ proche, non seulement imager des champs qui sont à des échelles sublongueur d'onde, mais en particulier contrôler ces champs. Donc j'insisterai beaucoup sur le contrôle des ondes aux échelles sublongueur d'onde. Et puis évidemment, je ramènerai ça à des choses dont Mathias a déjà discuté, en particulier le concept de retournement temporel. Donc je vous propose un parcours en 4 étapes. Donc déjà, je vais commencer par parler un peu des concepts de base de l'optique de champ proche, ce qui fait que je reviendrai sur la limite de résolution, mais j'irai surtout expliquer comment on peut la vaincre, donc quels sont les principes, où sont les limites. Et puis ensuite, j'illustrerai un peu ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec des microscopes optiques en champ proche, à la fois en termes d'imagerie, donc de détection de champs confinés, à des échelles pour nous en optique qui sont, disons, de l'ordre de 10 à 100 nanomètres. Et puis, je parlerai du contrôle de la lumière au-delà de la limite de diffraction. En particulier, je montrerai comment on peut, en jouant avec les propriétés du champ proche, modifier l'émission spontanée. Et puis, la quatrième partie fera la transition avec les thématiques qui sont au cœur du cours de Matthias Fink. Donc, je parlerai de champs proches et de milieux complexes. Donc, je parlerai des liens entre l'optique de champ proche et les milieux dans lesquels il y a de la diffusion, et les milieux qui sont désordonnés. Et puis ça m'amènera assez naturellement à discuter l'impact des problèmes de retournement temporel et de réciprocité dans ce contexte. Donc la première partie, on va dire les fondements de l'optique de champ proche et puis quelques mots sur les techniques. Alors le plus simple pour comprendre le champ proche optique, c'est de démarrer sur un exemple. Donc ici, il y a un calcul. Donc c'est un calcul, donc nous on est dans le domaine optique, donc c'est un calcul électromagnétique du champ diffracté par une petite particule. Donc imaginez qu'on est sur un substrat, par exemple un substrat de verre. On éclaire ça avec un laser. Et puis, ici, il y a une petite particule qui est toute petite devant la longueur d'onde. Et puis, on regarde dans un plan, à une distance z, la figure d'intensité. Alors, si on regarde cette figure d'intensité à une distance z qui est petite devant la longueur d'onde, alors, peu importe la forme qu'on a ici, dont on pourrait discuter, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'ici, l'échelle de toute l'image, c'est une longueur d'onde. Donc, on a un champ électromagnétique qui varie à une échelle sublongueur d'onde, et cette échelle, elle est pilotée essentiellement par la taille de la particule. Et puis, quand on s'écarte, si on imagine qu'on écarte ce plan, donc là, on s'écarte, on est à un dixième de longueur d'onde, et puis là, on s'écarte jusqu'à une longueur d'onde. Et là, ce qu'on remarque, c'est, attention, l'échelle de la figure a changé. Déjà, à une longueur d'onde, dans la figure de diffraction ici, qui représente l'intensité dans ce plan, il n'y a plus aucune structure sublambda. Ce que vous avez ici, c'est la figure de diffraction, qui résulte de l'interférence entre l'onde plane incidente et puis une onde sphérique diffractée par le petit objet qui est là. Donc on a perdu en une longueur d'onde toutes les variations spatiales du champ à des échelles sublambda. Donc ça, c'est des choses qui sont inhérentes aux lois de la propagation des ondes. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans les lois mêmes du rayonnement, il y a le concept de limite de résolution et puis le concept de champ proche. Donc, le plus simple exemple de rayonnement électromagnétique, c'est le rayonnement d'un dipôle électromagnétique, une source ponctuelle dipolaire qui émet un champ. Donc, voilà l'expression du champ émis par ce dipôle. P, c'est le moment dipolaire. U, c'est la direction d'observation. Et puis R, c'est la distance entre le dipôle et le point d'observation. Donc, ça résulte des équations de Maxwell. C'est directement le champ électrique rayonné par un dipôle oscillant. Et on peut remarquer deux choses. Dans cette expression, il y a un terme qui décroît comme 1 sur R, qui est le terme qu'on appelle de champ lointain, qui est celui qui va dominer quand on est en champ lointain, qui varie comme une onde sphérique, et qui est un terme qui dépend de la polarisation, de la direction de polarisation du moment dipolaire. Et puis, il y a 3 termes, mais il y en a un qui, lui, varie très vite spatialement, puisqu'il décroît comme 1 sur R au cube. Et ça, c'est le terme de champ proche, c'est lui qui va dominer à très courte distance. Donc il s'écrit comme ça, dans la zone où R est tout petit devant lambda, et on discutera un petit peu de cette forme, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un terme qui varie en 1 sur R3. Donc déjà, il y a 2 zones bien distinctes dans le rayonnement d'un dipôle, et c'est ce champ-là qui va porter l'information jusqu'au champ lointain. Donc ce champ-là est celui qui propage l'énergie du dipôle dans la zone lointaine. Alors, ce que je voudrais montrer aussi, c'est que dans ces choses toutes simples de loi de rayonnement, il y a déjà le concept de limite de résolution. Si on prend un exemple très simple qui est l'émission par 2 sources ponctuelles. Donc imaginez qu'on a 2 sources ponctuelles monochromatiques.
qui rayonnent. Et puis ici, on va en champ lointain, donc on ne regarde que les ondes qui propagent en décroissant en 1 sur R. On va faire une image de l'intensité résultante du rayonnement de ces deux sources. Donc c'est extrêmement simple, en champ lointain. Et on va imaginer qu'on fait cette image en se limitant à une ouverture, que j'appelle θ max, parce qu'on a un système d'imagerie qui est limité spatialement. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit d'écrire qu'on a un champ qui est la superposition des champs émis par ces deux sources, l'onde en 1 sur R, avec des termes de phase. Ces sources sont décalées par rapport à l'origine, donc elles sont déphasées l'une par rapport à l'autre. Et le terme de phase, K, c'est 2π sur lambda, il dépend de l'angle d'observation et de la distance entre les sources. Donc si on regarde la figure d'intensité, elle est modulée comme un cosinus carré de ce terme-là, qui dépend de l'angle d'observation notamment. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en mesurant ça, on peut avoir accès à la distance entre les deux sources? Alors, pour ça, il faut donner un critère de résolution. Donc là, je ne prends pas le critère standard, qui est le critère de Rayleigh qu'on étudie toujours quand on fait de la microscopie, mais un critère très simple qui consiste à dire, pour mesurer cette distance, il faut que je puisse mesurer l'interfrange. Alors maintenant, si je rapproche ces deux sources, à partir de quand est-ce que je ne peux plus mesurer une interfrange? Je ne peux plus mesurer une interfrange à partir du moment où, dans ici la zone d'observation, j'ai plus qu'une seule frange, ou moins d'une frange. Donc si on se place juste à la limite, une seule frange dans la zone d'observation, on trouve qu'on ne peut pas mesurer de distance soit plus petite que lambda sur 2 sinus θ max, où θ max est l'angle d'ouverture. Et ça, c'est exactement la formule qui donne la résolution d'un système d'imagerie en champ lointain. Donc la limite de résolution, c'est complètement décrit par les lois de propagation. Bon. Alors maintenant, allons voir ce qui se passe à l'extrême opposé en distance, toujours dans la loi du rayonnement. Quand on vient très près de cette petite source secondaire-là, on a dans la zone de champ proche un champ qui vérifie cette expression très simple, dans la zone où la distance est très courte devant lambda. Et ça, si vous avez des souvenirs d'électrostatiques, c'est exactement le champ émis par un dipôle électrostatique. Il n'y a plus de phase, et ça décroît en 1 sur R3. Et pour vous en convaincre, ici, ce que j'ai tracé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la figure de diffraction dans ce plan, l'intensité du champ dans ce plan, quand on résout de manière complète les équations de Maxwell, et là, c'est le calcul où j'ai remplacé ça par le calcul d'un dipôle électrostatique. Vous voyez que ça, c'est une caractéristique très importante du champ proche. Quand on va en champ proche, près des sources, on rentre dans un régime où, à distance sublongueur d'onde, la structure spatiale des champs est complètement pilotée par des formes de champs qui sont électrostatiques. Ça veut dire que la phase et les interférences ne jouent plus de rôle, et ce qui va piloter la structure du champ, c'est la géométrie. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, je vais redire la même chose avec une image, un point de vue complètement différent, qui est le point de vue développement en ondes planes, dont Mathias a déjà parlé. Donc là, je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites, mais avec ma vision et surtout mes notations pour la suite. Donc, imaginons là une expérience très simple. On a une source de rayonnement monochromatique. Je parlerai de largement tout à la fin. Les opticiens aiment bien les champs monochromatiques. Et donc, ici, on a un milieu complexe, avec éventuellement les structures sublongueur d'onde. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment se propage le front d'onde de l'autre côté, le front d'onde qui va se propager dans la direction Z et qui va être déformé à cause de cet objet. Alors, on peut, dans un milieu homogène, écrire que cette onde monochromatique s'écrit comme une superposition d'ondes planes. Donc, chaque onde plane a un terme de phase ici, un terme d'amplitude. Et ce qui est important, c'est que la phase ici, le vecteur d'onde, là je suis en 2 dimensions, le vecteur d'onde ici vérifie la relation de dispersion dans le vide. Donc le module au carré du vecteur d'onde doit être égal à k au carré. Il est fixé par le nombre d'ondes dans le vide. Donc ça a une implication directe, c'est que si maintenant je regarde ce qu'est l'amplitude de ces ondes planes, l'amplitude de ces ondes planes ici, mathématiquement, c'est la transformée de Fourier du champ dans le plan z égale 0, juste en sortie de l'objet. Donc alpha, c'est la composante de Fourier associée aux variations spatiales du champ selon x. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'alpha, si j'ai des variations spatiales qui sont assez douces, alpha ne va pas être très grand. Donc cette relation peut être satisfaite facilement avec un vecteur d'onde selon z gamma qui vérifie cette relation. Et ça, c'est vrai tant que ces variations-là sont plus petites que k au carré. Gamma 2 peut rester positif pour que cette relation soit vérifiée. Et j'ai des ondes avec un vecteur d'onde qui est ici simplement un terme de phase selon z, et c'est des ondes qui se propagent à l'infini en direction z. Par contre, si je m'intéresse aux variations spatiales très rapides du champ selon x, je peux avoir des fréquences spatiales associées qui sont très grandes, éventuellement très grandes devant k, devant 2π sur lambda, telle sorte que pour que cette relation soit satisfaite, il faut que gamma 2 soit négatif. Donc si gamma 2 est négatif, c'est que le vecteur d'onde de ces ondes, selon z, est imaginaire pur. Donc ces ondes ici, là on n'a plus un terme de phase, on a un terme d'atténuation exponentielle. Donc on a des ondes évanescentes qui existent toujours, quel que soit l'objet diffractant, et qui vont atténuer fortement les composantes de Fourier du champ associées aux grandes fréquences spatiales.
Donc ça va induire aussi une limite de résolution. Alors regardons sur un cas général, disons. Donc imaginons qu'on veut, avec un système d'imagerie en champ lointain, c'est-à-dire d'imagerie classique, un microscope classique, un télescope, faire l'image d'un champ ici qui a des variations latérales delta x. Et donc, on sait que ce champ peut se décomposer comme une expression d'onde plane, dont les vecteurs d'onde k ont des composantes gamma selon z, alpha selon x. Donc alpha est associé aux variations spatiales du champ selon x. Comme on a une relation de transformée de Fourier, on sait comment alpha et les variations spatiales selon x sont reliées. Le produit doit être de l'ordre de 2π. Donc ça implique directement que si j'ai un système d'imagerie qui ne mesure que des ondes propagatives dans un angle d'ouverture défini par l'angle θ qui est ici, la plus grande composante de Fourier que je peux mesurer, c'est 2π sur lambda sinus θ. Donc comme ça donne une bande supérieure à la fréquence spatiale, ça donne une bande inférieure à la résolution que je peux avoir, et cette résolution, elle est de l'ordre de lambda sur sinus θ. Voilà une autre façon de comprendre la limite de résolution en champ lointain. Alors maintenant, de même que j'ai parlé tout à l'heure de champ quasi-statique et de l'approximation électrostatique à partir de la loi du rayonnement pour définir la zone de champ proche, on peut définir la zone de champ proche à partir de ce raisonnement en termes d'ondes évanescentes et de développement en ondes planes. Donc maintenant, je sais que je viens de voir que si j'ai des variations rapides du champ, elles ne vont pas se propager selon z, elles vont s'atténuer exponentiellement avec une distance caractéristique delta. Les fréquences spatiales plus grandes que le puissance lambda s'atténuent exponentiellement. Donc le champ va être filtré spatialement. Question, quel est l'ordre de grandeur de cette échelle caractéristique qui va me définir la zone de champ proche? Voilà, il suffit de reprendre le même type de raisonnement. Si je m'intéresse à des échelles de longueur delta x latérales qui sont toutes petites par rapport à la longueur d'onde, ça veut dire que les fréquences spatiales associées, 2π sur delta x, vont être très grandes devant 2π sur lambda. Donc là, si je reviens à l'expression que j'avais tout à l'heure pour le vecteur d'onde selon z, qui est imaginaire pur, je peux trouver directement cette longueur d'atténuation ici, qui va être de l'ordre de delta x sur 2π. Alors, c'est intéressant de remarquer que ce raisonnement très simple, dans le cas d'observation des structures toutes petites devant lambda, donne une longueur d'atténuation, donc la zone d'extension du champ proche, qui ne dépend pas de la longueur d'onde. Donc là, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que comme on est dans un régime où les champs sont quasi statiques, ce qui va piloter les échelles caractéristiques du champ, c'est la géométrie, et pas la longueur d'onde. Donc ça sera la conclusion de ma première partie, c'est que ce qu'on appelle la zone de champ proche, et c'est vrai en optique, mais c'est vrai pour tous les types d'ondes, c'est la zone où les distances d'observation sont toutes petites devant la longueur d'onde. Dans cette zone, les ondes évanescentes dominent l'amplitude du champ, et dans cette zone, le champ devient quasi statique. Ce qui veut dire concrètement que c'est la fréquence qui va jouer, qui va piloter les propriétés, la réponse du matériau, pilotée par la fréquence, mais la longueur d'onde en tant qu'échelle spatiale n'est plus un paramètre. C'est la géométrie du système qui va piloter les échelles spatiales du champ. Donc on verra des exemples importants à la fin. Alors en termes d'imagerie, avant de montrer des exemples d'imagerie, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'imagerie optique en champ proche? Alors ce sont des techniques qui ont... La première expérience vraiment dans le domaine optique, ça date de 1984. Et c'est des techniques qui se sont développées beaucoup au début des années 1990. Et donc il y a essentiellement deux types d'approches. Je ne vais pas faire toute la zoologie de toutes les techniques, mais on peut les classer en deux grandes catégories. Alors, une chose, première approche, on va dire, qui peut paraître assez naturelle, c'est de dire, bon, je vais éclairer cet échantillon avec un système d'éclairement classique. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de venir imager le champ autour de cet échantillon à des distances très petites devant la longueur d'onde. Donc, une façon de faire, c'est d'utiliser par exemple une fibre optique étirée, sous forme de pointe, qu'on va approcher dans la zone de champ proche ici. Et donc, quand la fibre optique approché ici, il y a une partie du champ proche qui va être couplée avec les modes de la fibre optique et que je pourrais détecter en champ lointain. Donc si maintenant on balaye cette fibre dans ce plan-là, pour chaque position, on peut enregistrer le signal au détecteur et former une image. Et on peut faire l'inverse, on peut éclairer à travers la fibre pour créer une nanosource locale, ici, sonder la zone proche avec cette nanosource qui va éclairer l'objet en champ proche et détecter en champ lointain. Donc on parle de ce nom en mode collection ou en mode illumination. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, voilà une des façons de fabriquer des pointes de ce type-là, c'est d'étirer une fibre optique qu'on métallise, et puis on laisse à l'extrémité de la fibre optique un petit trou, vous voyez ici, qui ici fait, disons, entre 10 et 100 nanomètres. Et donc ce petit trou sert à collecter ou à émettre la lumière en champ proche. Et donc ça, c'est une des grandes classes de techniques. Alors on peut imaginer une autre classe de technique, qui a été développée un tout petit peu après, on va dire que ça a démarré dans les années 94-95. Je montrerai des exemples d'imagerie juste après en utilisant ces techniques.
Et donc là, l'idée, c'est non plus d'utiliser une fibre optique qui va coupler le champ proche avec des modes, mais simplement un petit objet diffusant qui, lorsqu'il va être plongé dans le champ proche ici, va rayonner vers le détecteur une intensité qui va être proportionnelle à l'intensité qu'il voit dans la zone proche. Donc de même, on peut balayer ce petit détecteur dans la zone de champ proche, c'est des microscopies à balayage, tout ça. Et pour chaque position ici, on enregistre le signal détecteur, on forme une image. Alors les pointes qui sont utilisées, ces petits objets, ça peut être par exemple des pointes de microscope à force atomique. Donc là, vous avez une pointe. Ici, vous avez là, c'est une image, une vue d'artiste du système de pointe qui est éclairé par un faisceau ici, en interaction avec des objets ici, qu'on va imager. Là, vous avez une photographie au microscope électronique d'une pointe d'AFM. Ça peut aussi être des pointes métalliques. Là, vous avez l'extrémité d'une pointe métallique. C'est une pointe en tungstène qui est attaquée par attaque électrochimique. Et on arrive à former au bout de cette pointe, au bout de ce morceau de métal, une pointe dont le rayon de courbure est typiquement entre 10 et 100 nanomètres. Donc c'est avec ce genre d'objets, qui sont soit des nanosondes, soit des nanosources locales, qu'on va faire de l'imagerie en champ proche. Alors, la première série d'exemples que je voudrais montrer concerne la détection de champs confinés, donc c'est vraiment les applications d'imagerie, puisque les microscopes optiques en champ proche ont été d'abord développés pour faire de la microscopie, donc de l'imagerie. Puis après, j'insisterai pour montrer que ce sont des outils pour aussi agir sur les champs à l'échelle sublambda. Alors, j'ai pris un point de vue, parce que là, c'est pareil, je n'ai pas le temps d'être exhaustif sur les techniques. Et donc, il y a un pan très très important de l'imagerie en champ proche à l'heure actuelle dans le domaine optique, qui est l'imagerie d'ondes de surface, notamment d'ondes de surface sur des métaux qu'on appelle des plasmons de surface. Et donc, c'est le domaine qu'on appelle maintenant la plasmonique. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur des applications dans la plasmonique. Alors, avant ça, il faut que je vous explique ce qu'est un plasmon de surface. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est la surface plane, une surface plane qui sépare un métal de l'air ou du vide, ou d'un matériau diélectrique quelconque. Et donc, quand on est dans le domaine des fréquences infrarouges ou visibles, et même jusqu'à l'UV, eh bien, ce genre d'interface a des modes propres électromagnétiques qui sont des ondes de surface. Alors, qu'est-ce qu'une onde de surface? Donc là, je parle de modes propres de cette structure. Ce sont des ondes qui décroissent exponentiellement, à la fois dans le diélectrique au-dessus et dans le métal. Donc, c'est des ondes qui sont évanescentes des deux côtés de l'interface et qui se propagent parallèlement à l'interface. Donc, ce sont des modes propres électromagnétiques du système qui sont des ondes évanescentes. Donc, on va revenir juste après sur ce que ça implique en termes d'excitation et de détection de ces ondes. Alors, on peut obtenir ces modes propres simplement à partir, par exemple, du facteur de réflexion de Fresnel sur l'interface plate ici, et en cherchant un pôle, facteur de réflexion de Fresnel, cherchant un pôle, on fait apparaître ces modes propres, et on voit qu'ils peuvent exister dans un certain type de polarisation, qui est la polarisation qu'on appelle transverse magnétique, pour laquelle le champ électrique est dans le plan ici, qui est donné par la normale à la surface et le vecteur K ici. Alors, quand on fait ce calcul, on arrive assez facilement à cette relation de dispersion qui relie le vecteur d'onde de l'onde de surface à la fréquence. Et ici, epsilon est la constante électrique du matériau. Alors, ce qui est important de voir, c'est que le module de ce vecteur d'onde est plus grand que oméga sur c, ou que 2 pi sur lambda, ce qui fait que cette onde est évanescente. Et donc, si on trace la relation de dispersion de cette onde, donc ici, c'est la fréquence de l'onde en fonction du vecteur d'onde k. Si on trace la relation de dispersion, ici, la ligne rouge, ça serait oméga égale ck, ça serait la ligne de lumière. Tout ce qui serait à gauche serait des ondes propagatives, tout ce qui est à droite sont des ondes évanescentes. Donc on voit que cette relation de dispersion ici, pour tous les oméga, a un vecteur d'onde plus grand qu'oméga sur c, ce sont des ondes évanescentes. Et on voit aussi qu'il y a aussi une asymptote ici, il y a un comportement asymptotique, autour d'une fréquence qui est oméga p sur racine de 2, où oméga p est la fréquence plasma du métal. Donc voilà l'allure typique de la relation de dispersion d'un plasmon de surface sur une surface plane. Alors ces ondes sont des ondes évanescentes. Donc pour exciter ces ondes, si on envoie une onde plane propagative depuis le milieu diélectrique et au-dessus, on ne pourra jamais avoir l'accord de vecteur d'onde suffisant, puisque le vecteur d'onde ici sera forcément plus petit qu'oméga sur c en module. Sa projection sur la surface sera plus petite qu'oméga sur c en module, donc on ne pourra pas avoir d'accord ici. Donc une façon de faire ça, c'est d'éclairer la surface du métal à travers un prisme. On éclaire à travers un prisme, et donc là, cette fois, le vecteur d'onde, pareil à l'interface, c'est n, l'indice du prisme, oméga sur c sinus θ, et donc on peut avoir un vecteur d'onde qui est plus grand en module qu'oméga sur c et qui vient coller avec le vecteur d'onde du plasmon de surface pour l'angle qui correspond à n oméga sur c sinus θ égale le vecteur d'onde du plasmon. Et quand on trace, par exemple, la figure de réflectivité de cette onde, là, qui est en réflexion totale dans le prisme en fonction de l'angle, on voit que pour un certain angle, on excite le plasmon de surface, et donc on a une chute violente de la réflectivité. Alors maintenant, ce qui est possible de faire avec les microscopes optiques en champ proche, c'est de venir imager la structure du mode plasmon sur la surface ici,
Souvenez-vous que c'est une onde évanescente. Donc on vient l'imager en venant détecter cette onde avec le microscope optique en champ proche. Et voilà un exemple de résultat. C'est un des tout premiers papiers qui a, on va dire, ouvert la voie au domaine de la plasmonique, qui est un domaine extrêmement actif à l'heure actuelle, notamment en France. Il y a beaucoup d'équipes en France qui sont très, très actives sur ce sujet. Et donc là, vous voyez un exemple d'interaction d'un plasmon de surface. Donc là, ce que vous voyez sont les images optiques tenues sur une surface. Donc vous avez l'image ici, vous voyez qu'il y a des objets déposés sur cette surface. Donc c'est essentiellement une surface plane de métal avec ici des petits îlots. Et ce que vous voyez ici, vous voyez une figure d'interférence qui résulte du fait que vous avez un plasmon de surface qui arrive sur cet objet et qui est diffracté, réfléchi. Vous voyez les interférences entre le plasmon incident et le plasmon réfléchi. Donc vous avez de l'imagerie sur une surface de champs que vous ne pouvez pas voir en champ lointain puisqu'ils sont non propagatifs. Alors, à peu près à la même époque est apparue une deuxième expérience où cette fois on utilise non pas un microscope optique en mode collection, mais un microscope optique en mode illumination. Donc on éclaire un film de métal. Alors c'est un film qui est assez épais pour pouvoir supporter des ondes de surface, donc il y a des plasmons de surface sur ce film, mais assez mince pour qu'une partie de la lumière puisse être transmise de l'autre côté. Donc ici on observe en transmission l'excitation de plasmons de surface sur ce film. Donc là on excite localement le plasmon de surface avec la nanosonde locale qui est formée par la pointe optique en champ proche, et puis on observe les plasmons excités de l'autre côté de l'interface. Alors je vais vous montrer un film que m'a transmis un collègue, Alexandre Bouellier, où là ce que vous allez voir c'est... Là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est le spot créé par la pointe. Donc, vous avez cette petite pointe qui est pour l'instant assez loin du film métallique. Et puis, on observe avec une caméra CCD en transmission ce spot métallique. Et puis, la pointe va s'approcher de la surface assez près pour pouvoir commencer à exciter les plasmons de surface. Et ce que vous allez voir, c'est progressivement les plasmons de surface excités qui vont se propager sur les côtés. Alors, ce que vous observez en fait, ce sont des plasmons de surface, mais ce que vous observez en fait, c'est que ce plasmon de surface, comme la surface est un petit peu rugueuse, il y en a une partie qui est diffractée en champ lointain. C'est cette image-là que vous voyez sur la caméra CCD. Donc, vous allez voir la trace du plasmon de surface qui va apparaître progressivement. Donc là, la pointe s'approche. Et voilà la trace du plasmon de surface qui est apparu ici. Donc vous avez le plasmon de surface qui propage dans cette direction et dans celle-ci. Ça vient du fait qu'il faut qu'il y ait une relation de polarisation particulière pour le plasmon de surface. Le champ électrique doit être dans le plan de la normale à la surface et du vecteur K. Et le champ électrique qui sort de la pointe est partiellement polarisé. Donc il ne peut pas y avoir de plasmon de surface qui se propage dans cette direction-là. Donc c'est pour ça qu'on a une figure anisotrope. Mais là, vous avez une trace directe de l'imagerie des plasmons de surface. Et ce qui a été fait ici, c'est de mesurer. Ici, vous avez une surface avec de nouveau des petites rugosités. Et ce que vous voyez ici, ce sont les interférences de tous les plasmons de surface qui sont diffractés par ces petits objets. Donc les plasmons de surface sont un moyen de faire de l'optique 2D sur des surfaces. Et donc c'est ça qui a donné lieu à ce pan important de la nanoptique, qui est l'imagerie de plasmon et la plasmonique. Un autre exemple d'imagerie de plasmon, celui-là est dû à Samuel Grésillon, qui travaille à l'ESPCI, où là, c'est un système extrêmement intéressant et ça ouvre un petit peu la porte de ce que sera la fin de mon exposé sur les structures désordonnées, puisque là, ce qui a été fait, c'est d'observer les structures des modes plasmon, non pas sur une surface plane la plus lisse possible, mais sur une surface qui est fortement désordonnée. Ce que vous voyez là, c'est un film d'or qui est presque au seuil de percolation, avant le seuil de percolation, de telle sorte que vous avez des îlots d'or qui sont déposés sur la surface et qui forment une structure extrêmement complexe, qui a un spectre de résonance extrêmement compliqué, puisque se couplent là-dedans des résonances de plasmon de surface de la surface plane et des résonances de plasmon de surface localisées dans chacun des petits îlots que vous avez ici. Alors, la particularité de ce genre de structure, c'est que quand on éclaire cette structure à des fréquences qui correspondent à des résonances de cette structure désordonnée, eh bien, on observe des pics localisés. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'optique des systèmes désordonnés, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à la localisation d'Anderson 2D sur des surfaces métalliques. Et donc, ce qui a été prédit notamment, c'est que la position de ces pics localisés, qui ici sont imagés avec un microscope optique en champ proche, est extrêmement sensible à la longueur d'onde incidente. Donc, ce qui a été fait ici, c'est de faire varier la longueur d'onde incidente dans cette gamme de longueur d'onde ici. Et vous allez voir comment évoluent les pics en fonction de la longueur d'onde. La position des pics évolue. Et donc ça, c'est des choses qui avaient été prédites théoriquement, qui sont toujours d'ailleurs des choses, c'est toujours un sujet assez actif, de comprendre vraiment l'optique de ces structures désordonnées. Et là, c'était la première fois, dans l'équipe de Samuel Grésillon, que ces choses-là étaient observées in situ à l'aide d'un microscope optique en champ proche. Et vous voyez les échelles ici, on est largement en dessous de l'échelle du micron. Alors, encore un exemple de microscope optique en champ proche assez original, qui a été développé par Lionel Egui à l'ESPCI, où là, l'idée, c'est d'utiliser une nanosonde fluorescente. Donc là aussi, ça introduit quelque chose dont je vais parler après, qui est l'interaction avec des nano-objets individuels.
où cette fois, ici, ce qui va permettre de faire l'image d'une structure dans laquelle le champ électromagnétique est confiné près de la surface, c'est un petit nanocristal qui est fixé au bout d'une pointe. Donc ce cristal ici fait typiquement 80 nanomètres. Et ce cristal, une centaine de nanomètres, disons, et ce cristal, il est fluorescent, de telle sorte que quand vous l'excitez ici, alors ici c'est un process de up conversion, donc c'est de la fluorescence, je ne me suis pas trompé dans le code des couleurs, on excite dans le rouge et on recueille la fluorescence dans le vert, parce que c'est un processus qu'on pourrait comprendre comme un processus à 2 photons. Donc peu importe, mais vous ne soyez pas choqué par le code des couleurs. Ça fluoresce effectivement dans le vert quand on l'excite à une longueur d'onde plus grande. Et quand on approche le nanocristal fluorescent dans la zone de champ proche, il se met à fluorescer, et quand on balaye cette pointe dans cette zone, on recueille un ciel de fluorescence dont l'intensité est proportionnelle à l'intensité du champ proche qu'on mesure. Donc ça permet de faire des images extrêmement efficaces sur des structures, notamment des structures plasmoniques. Donc là, c'est un exemple que j'ai emprunté à Lionel Aiguille, où ce qu'il a étudié, c'est l'excitation de plasmons de surface sur un film métallique ici, qui est la partie jaune, mais qui sont excités par 2 petites fentes ici. Donc ces 2 fentes, par diffraction, vont exciter un plasmon de surface dans ce sens-là, et dans ce sens-là, vous allez voir les interférences entre ces ondes de surface dans la zone ici. Et c'est ce qui a été imagé in situ par Lionel Aiguille. Alors, ce qui a été très original dans cette étude, c'est que Lionel a fait une cartographie tridimensionnelle. Il a non seulement pu imager le champ proche au voisinage de la surface, mais en s'écartant, faire une image tridimensionnelle de la structure du champ. Et vous voyez ici l'interférence entre les placements de surface. Et au passage, une très jolie comparaison avec une simulation numérique qui a été faite par Philippe Lalanne. Vous voyez quand même que les choses sont à peu près comprises. Alors, pour terminer sur les exemples d'imagerie plasmonique, je voudrais montrer quelque chose aussi qui est un domaine extrêmement important de l'imagerie optique en champ proche, qui est l'imagerie sur composants en fonctionnement. Donc là, c'est une étude qui a été faite par Yannick de Wild et Raffaele Colombelli. Yannick de Wild est à l'ESPCI, Raffaele à l'IEF. Et ils ont fait cette étude assistée par Paul-Arthur Lemoine et Virginie Moreau. Et donc là, l'idée, c'est d'aller mesurer in situ les modes d'un système actif qui ici est un laser à cascade quantique. Donc ce laser, la région active est ici. La lumière sort ici, là, par devant. Et donc, c'est des émissions dans l'infrarouge. Donc, la particularité de ce microscope, c'est que c'est un microscope à pointe diffusante. Donc, ici, on vient capter le champ dans la zone proche. Ce champ est diffusé en champ lointain vers le détecteur et on peut faire une cartographie en balayant la pointe. Et ça peut fonctionner dans l'infrarouge, puisqu'ici, on évite le problème du couplage avec une fibre optique, notamment. Donc là, vous avez une image au microscope électronique du dessus de cette région active. Et ici, ce que vous avez, c'est des structures en or. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fonctionnement de ce laser, en fait, dans la région active, sur la partie supérieure, les modes sont confinés dans l'air par réflexion totale ici. Et donc, vous avez la structure du mode ici qui est un mode évanescent. Et donc, ce qui a été possible de faire dans cette étude, c'est d'imager directement la structure spatiale du mode ici, in situ, avec un composant en fonctionnement, au-dessus du seuil. Ici, vous avez une représentation de la puissance émise en fonction du courant. On excite ce laser en appliquant un courant ici. Ici, vous avez le seuil laser. Et donc ici, vous avez une cartographie de la structure du mode au-delà du seuil laser. Et donc, c'est la première fois que ce genre de mode était imagé dans un composant en fonctionnement. Alors, après ces exemples concernant l'imagerie, je voudrais vous montrer, et j'espère vous convaincre, que la microscopie optique en champ proche a permis d'aller largement au-delà et a ouvert la voie à ce qu'on appelle maintenant le domaine de la nano-optique, qui consiste non pas seulement à imager, mais à contrôler la lumière au-delà de la limite de diffraction. Alors, je prendrai un exemple, dans lequel il y aura même 2 sous-exemples, qui est l'exemple du contrôle de l'émission spontanée. Alors, le premier exemple d'émission spontanée, le plus simple auquel on peut penser, c'est l'émission thermique. Alors, il y a des choses particulières qui apparaissent quand on s'intéresse à des sources thermiques, qui sont des sources pour lesquelles, donc simplement une source chauffée, qui émet du rayonnement thermique, pour lesquelles la surface ici peut supporter des ondes de surface. Donc, imaginez une source chauffée, dans laquelle il y a des charges en mouvement. Ces charges en mouvement rayonnent un champ, qui est le champ d'émission thermique. Si cette source, aux fréquences d'émission thermique, permet d'exciter des ondes de surface, par exemple des placements de surface sur cette source, le fait que vous ayez un placement de surface qui va se propager le long des interfaces va faire que vous allez avoir une très grande cohérence spatiale du champ sur la source thermique. Une source thermique usuelle, un morceau de métal chauffé, a une cohérence spatiale très mauvaise, et donc un diagramme d'émission qui est essentiellement isotrope. Les sources thermiques qui permettent de supporter les ondes de surface peuvent avoir des longueurs de cohérence qu'on peut mesurer en mesurant la fonction de corrélation du champ entre un point ici et un autre point très loin sur la surface. Et ce qu'on observe, c'est que cette fonction de corrélation garde une amplitude non nulle, même pour des distances qui sont de l'ordre de quelques dizaines de longueurs d'onde. Donc on peut avoir des sources thermiques en champ proche
qui ont une grande cohérence spatiale. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est profiter du fait qu'on peut jouer sur ce champ proche pour changer complètement des propriétés d'émission de systèmes aussi simples qu'une surface plane de tungstène. Le tungstène, c'est ce qu'on a dans les filaments d'ampoule. Alors, le tungstène a une particularité, c'est que dans l'infrarouge, autour de 4 microns, il supporte un placement de surface. Alors, je vous ai montré juste avant que ce placement de surface génère de la cohérence spatiale en champ proche le long de cette source. Maintenant, si on veut transférer ces propriétés de cohérence spatiale en champ lointain, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un couplage par réseau qui va permettre de diffracter le placement de surface ici en onde propagative, et on va obtenir de l'émission thermique d'une source qui est très spatialement cohérente, et donc l'émission thermique va être très directionnelle. Là, vous avez une image au microscope électronique de la surface qui a été réalisée. Donc, vous voyez ici le réseau qui a été gravé sur la surface de tungstène. Et lorsqu'on mesure ça, donc ça, ce sont des travaux qui sont dus à Marine Laroche et François Marquier, assistés de Christophe Arnold. Et là, vous avez un enregistrement à des longueurs d'onde qui sont typiquement de l'ordre de 4 microns, du diagramme de rayonnement de cette source thermique. Et vous voyez que cette source thermique émet des lobes extrêmement directionnels, avec une ouverture angulaire ici qui est inférieure au degré. Donc on a une ouverture angulaire typique de ce qu'on aurait dans un laser à CO2. Bien qu'on n'ait pas un laser ici, mais on n'a pas d'amplification, mais on a de l'émission thermique directionnelle. Et ça, c'est une caractéristique qui a été obtenue en modifiant des propriétés de cette source qui sont dues au champ proche. Alors on peut faire la même chose, ça c'est une autre étude qui a été faite avec Marine Laroche. On peut transférer tout ce qu'on vient de raconter sur la plasmonique à un domaine qui est le domaine des cristaux photoniques, puisque des cristaux photoniques, dans des bandes de fréquences qui correspondent à des gaps du cristal photonique, peuvent générer des ondes de surface. Et donc on peut, avec ces ondes de surface, faire une plasmonique effective. Et là, c'est un exemple d'une chose qu'on peut faire. Là, c'est un calcul, ce n'est pas une mesure. Pareil, de l'émission thermique d'un cristal photonique à 1 micron 55. Donc ça serait un cristal de germanium absorbant, et qui serait un cristal qui générerait, à cause de la présence de ces ondes de surface, un pic d'émission thermique très directionnel à une fréquence bien particulière. Alors, ce qu'il est possible de faire, au-delà du fait de modifier les propriétés en champ lointain d'émissions de sources thermiques, c'est d'aller mesurer in situ la cohérence spatiale des placements exothermiquement sur des surfaces métalliques. Donc là, je reviens à des travaux faits par Yannick de Wilde. Je vous ai montré tout à l'heure sur le laser cascade quantique que Yannick de Wilde avait développé une technique permettant de faire de l'imagerie en champ proche dans l'infrarouge. Et donc là, ce qui a été fait, c'est d'observer sur des structures d'or directement le rayonnement thermique émis par ces structures en champ proche. Donc là, il n'y a pas de source de lumière incidente. La source de lumière dans ce microscope optique en champ proche, c'est le fait qu'on ait chauffé cette structure en or ici. Et là, vous avez l'image du rayonnement thermique de sa structure en or. Et ce qui a été montré, c'est que ici, vous avez de l'imagerie de placement de surface exothermiquement sur une structure qui est un barreau d'or d'épaisseur variable. Et donc, ce qu'on observe ici, ce sont des interférences, ce qui est la signature du fait que vous avez des placements de surface qui sont excités avec un degré de cohérence spatiale suffisant pour pouvoir générer des interférences. Donc, on a des interférences de champ thermique. Alors, ce qu'on a montré même, c'est que ce qui est imagé avec ce genre de système, c'est directement ce qu'on appelle la densité d'état locale photonique sur la surface. Donc là, vous avez des cartographies de densité d'état locale de placement de surface. Donc l'instrument qui a été développé par Yannick de Wilde, qui s'appelle d'ailleurs de ce fait, que Yannick a appelé Thermal Radiation STM, parce que STM, c'est l'acronyme pour le microscope électronique à effet tunnel, qui permet de mesurer la densité d'état électronique. Ce qui a été montré, c'est que cet outil mesure la densité d'état photonique sur des surfaces, et que ça, c'est un renseignement qui est extrêmement important en termes de compréhension, disons, de la photonique aux échelles sublongueur d'onde. Alors ça, c'était pour la première partie, on va dire, de l'émission spontanée. Premier exemple, le plus simple, c'est l'émission thermique. Deuxième exemple, c'est le contrôle de l'émission spontanée de molécules fluorescentes uniques. Alors ça, c'est un domaine aussi extrêmement important, puisque les techniques de microscopie optique en champ proche permettent à l'heure actuelle d'aller faire de la photonique sur nano-objets uniques. Et donc là, ça va permettre de transiter vers la partie concernant vraiment le contrôle des champs aux échelles nanométriques. Donc là, vous avez quelques exemples de ce qu'on peut faire. On peut, par exemple, ça c'est un setup qui a été développé à l'ETH Zurich dans le groupe de Walid-Sandogdar. Et donc, ce qui est fait notamment, c'est d'approcher une petite particule d'or ici, au voisinage d'une molécule fluorescente unique, et d'observer les changements de fluorescence. Donc là, vous avez par exemple le changement du signal de fluorescence ou le changement de la durée de vie de fluorescence, dont je vais parler juste après, en fonction de la position de cette petite particule d'or au voisinage de la structure. Alors, pour faire le lien avec des choses qu'a montré Mathias, je voudrais
vous convaincre en 3 transparents que finalement, le problème de l'émission spontanée d'un atome ou d'une molécule, c'est totalement similaire au problème du contrôle du rayonnement d'une antenne classique. Alors, on le dit souvent, et là je vais essayer de le montrer avec un argument assez simple. Donc, on va considérer, là on fait de la physique classique, on va considérer un émetteur classique, donc un dipôle oscillant, qui oscille à une fréquence oméga, il est piloté par un générateur, c'est vraiment une antenne, et il est dans un environnement complexe, et on peut calculer la puissance moyenne que ce dipôle émet. Et la puissance moyenne que ce dipôle émet, c'est donné par la partie imaginaire de P étoile scalaire E. P est le moment dipolaire, et E, c'est le champ que le dipôle perçoit à la position où il est. Bon. Alors on peut écrire ça en termes de fonction de Green. On peut relier le champ à la position du dipôle au dipôle lui-même via cette fonction de Green. Donc ça, c'est le champ à n'importe quel point. R0, c'est la position du dipôle. Et puis si je m'intéresse ici au champ que le dipôle reçoit sur lui-même, eh bien, je peux écrire directement que la puissance perdue par le dipôle, ça va être proportionnel à la partie imaginaire de ce terme où U, c'est la direction du dipôle. G, là, maintenant on est en onde électromagnétique, donc G est un tenseur. Bon, ce n'est pas fondamental pour ce qu'on va dire dans la suite, mais enfin, ça explique le fait qu'il y ait ce produit ici. Ce qu'il faut retenir, c'est une évidence, mais parfois on a tendance à l'oublier, surtout en optique, c'est que la puissance émise dépend fortement de l'environnement. La connaissance du moment dipolaire ne suffit pas à connaître la puissance émise. Bon. Les gens qui font les antennes savent bien ça. C'est un problème d'adaptation d'impédance. Alors, le cas particulier de cette formule, c'est le cas du vide. On peut calculer cette expression dans le vide, puisqu'on connaît la fonction de Green du vide, et on retrouve la puissance rayonnée, le calcul habituel qui est dans tous les livres d'optique, qui vous dit que la puissance rayonnée, c'est module de P au carré, il y a un terme en oméga puissance 4, etc. Bon. Donc ça, c'est rien d'autre qu'une généralisation. Donc ça, c'est l'antenne classique. On peut passer directement aux formules quantiques avec une petite astuce qui est la suivante. On va utiliser un principe de correspondance. Donc on va se dire, ce qui m'intéresse maintenant, c'est une molécule ou un atome qui est dans un état excité et puis qui va transiter vers l'état fondamental. Et donc je peux définir un moment dipolaire de transition, qui est donné par cette expression-là. Ça, c'est le moment dipolaire de transition associé à cette transition-là, qui est vraiment l'analogue en mécanique quantique du moment dipolaire classique. Donc ici, ça c'est la fonction d'onde, ou disons l'état quantique ici, et ça c'est l'état quantique ici. Là, c'est écrit en termes de fonction d'onde, la fonction d'onde de l'état final, la fonction d'onde de l'état initial. Et puis j'ai une fréquence de transition qui dépend de la différence d'énergie entre les deux niveaux. Alors maintenant, je vais emprunter un calcul fait avec le principe de correspondance que j'emprunte à Max Born. Ça me permet de vous rassurer sur le fait que c'est pas moi qui ai inventé ça. Et donc, ce que je fais simplement, c'est que je pars de la formule donnant la puissance rayonnée par une antenne classique. Et puis je vais dire ça, c'est quoi? C'est la puissance. Donc moi, je voudrais passer au taux d'émission quantique. Le taux d'émission quantique, c'est le nombre de transitions par unité de temps. Donc j'ai la puissance. Pour avoir le taux de transition, je divise d'abord par l'énergie d'un photon. J'ai la puissance, je divise par l'énergie d'un photon, ça me donne le nombre de transitions par unité de temps. Et puis je vais remplacer ici le moment dipolaire par le moment dipolaire quantique. Alors il y a une petite astuce, il y a un facteur 2. Alors pourquoi? Parce que classiquement, quand on fait un calcul ici, il y a des fréquences négatives, des fréquences positives. Ici, il faut faire un petit peu attention parce que dans l'émission, les seules fréquences qui sont à prendre en compte sont des fréquences positives. Ça me donne ce facteur 2. Et quand je fais ça, le résultat que je trouve, c'est exactement, c'est pas un facteur près, c'est exactement le résultat de la théorie quantique. Bon, alors je peux faire la même chose dans un environnement structuré. Cette fois, ici, j'ai une fonction de Green, qui est la fonction de Green, c'est ma formule tout à l'heure. La puissance perdue par un dipôle dans un environnement, c'est donné directement par la partie imaginaire de la fonction de Green. Je passe au quantique avec l'astuce dont je viens de parler. Et j'ai terminé. Et je peux établir le fait que... Alors je peux normaliser ce taux d'émission par le taux d'émission dans le vide. Et donc je trouve que le taux d'émission spontané, c'est 1 dans le vide, puisque c'est gamma sur gamma 0, donc c'est gamma égale gamma 0. Donc le taux normalisé, c'est ce que ça serait dans le vide, plus une modification qui est due à la partie de la fonction de Green qui vient de l'interaction avec l'environnement. C'est ce que me donne la théorie quantique, et vous voyez que c'est exactement la même formule que celle qui donne la modification de la puissance perdue par une antenne classique. Donc, ce dont je vais parler maintenant, qui est la modification d'émission spontanée, c'est la même chose que la modification du rayonnement d'une antenne. Alors, je vais montrer un exemple qui est l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer, qui est la modification de l'émission spontanée d'un émetteur unique par une nanoparticule métallique. Alors, ce qui va se passer ici, c'est un calcul. Ici, on va approcher cette nanoparticule métallique de l'objet fluorescent, ici, et en fonction de la distance, Z, on peut
calculer la modification du taux d'émission spontanée. Donc on voit que le taux d'émission spontanée va augmenter quand on s'approche de la nanoparticule, ce qui veut dire que la durée de vie de fluorescence, qui est l'inverse de ce taux d'émission, va diminuer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est montrer qu'il y a une contribution qui est due au fait qu'il y a de l'énergie que cette molécule, ou que cet émetteur classique rayonne en champ lointain, donc il va réellement donner un signal, va être modifié par la présence de cette particule. Ça donne lieu à ce que j'appelle le taux d'émission radiatif. C'est réellement l'émission de photons. Et puis, il peut y avoir de la modification due au fait que si ici j'ai un métal, j'ai de l'absorption. Et donc, je peux aussi faire en sorte que cette nano-antenne perde son énergie plus vite parce que l'énergie va être absorbée dans la particule. Et je peux distinguer les deux dans mon calcul et montrer qu'à courte distance, c'est essentiellement le couplage non radiatif qui domine. Et d'ailleurs, on peut même montrer que la dépendance en distance est différente. Et ça, retenez-le, ça sera utile tout à l'heure, juste après. Le taux d'émission radiatif a une dépendance en 1 sur Z3, alors que le taux d'émission non radiatif a une dépendance en 1 sur Z6. Alors, ce transparent que j'emprunte au groupe de Vaid-Sandogdar est simplement pour montrer que ce genre d'expérience est accessible par les techniques d'optique en champ proche. Là, vous voyez la variation de la durée de vie de fluorescent. Donc, faites attention, cette courbe, c'est la durée de vie, donc c'est l'inverse de la courbe de tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle décroît ici. La variation de la durée de vie de fluorescence quand on approche une nanoparticule unique d'un émetteur unique. Donc, ce sont types de choses qui sont accessibles à l'expérience. Alors, dans le domaine de l'anoptique, au-delà des techniques d'optique de champ proche, il y a des choses très récentes qui sont en train d'apparaître et qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement potentiellement intéressantes, puisqu'elles permettent de générer des modifications de champ local à des échelles qui sont largement submicroniques, à l'échelle même du nanomètre. Donc là, j'emprunte un résultat à Sébastien Bidot, qui travaille à l'ESPCI. Et donc là, l'idée, c'est un exemple de nano-assemblage de particules. Là, vous avez des particules. Ici, les chiffres qui sont là, ce sont les diamètres de ces particules en nanomètres. Donc il est possible, à l'heure actuelle, de faire des assemblages de plusieurs nanoparticules comme ça en utilisant l'ADN ici. Donc il y a une chimie assez fine derrière ça pour arriver à réaliser ce genre de structure. Donc on peut arriver à créer des structures, éventuellement même des structures qui ont une géométrie vraiment tridimensionnelle, qui ne sont pas forcément planaires, en associant des nanoparticules grâce à l'ADN. Et donc là, vous avez une simulation du genre d'effet qu'on peut attendre, puisqu'ici, vous avez des amplifications de champ local entre ces particules qui sont de plus de 3 ordres de grandeur. Et là, vous avez une image au microscope électronique à transmission de structures qui ont réellement été réalisées par Sébastien Bidot. Donc là, vous avez un zoom sur le genre de structure qui est possible de réaliser à l'heure actuelle. Regardez l'échelle, ici, c'est 20 nanomètres. Donc ce genre de structure permet de contrôler à des échelles spatiales qui sont vraiment de l'ordre du nanomètre des champs électromagnétiques confinés. Et ça peut avoir beaucoup d'impact sur le contrôle de l'émission fluorescente. Alors, j'aborde la dernière partie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser les choses qu'on a vues et les transférer dans le domaine des milieux désordonnés et puis essayer de faire un lien rapide avec le retournement temporel et le contrôle des ondes dans des milieux qui sont plus complexes que des nanoparticules uniques. Alors, qu'est-ce qui change ? Donc là, je reste encore dans l'approche nano-optique, on va dire, puis petit à petit, je vais vous montrer en quoi ça rejoint le domaine de retournement temporel. Qu'est-ce qui change maintenant si on s'intéresse à un système complexe ? Donc imaginons qu'on a un émetteur unique, donc cette petite nano-antenne fluorescente, dans ici un cluster tridimensionnel. Imaginez un nuage de nanoparticules, et tout ça est désordonné. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'émission fluorescente. On se rappelle que c'est proportionnel à la partie imaginaire de la fonction de Green, que je peux calculer. Mais cette fonction de Green, cette fois, elle va dépendre fortement de l'interaction avec l'environnement désordonné. Alors ce qu'on peut faire quand on est face à un problème comme ça, numériquement, là ce que je vous montre, c'est des études, on va dire, d'expérimentation numérique. Ce qu'on peut faire dans un système comme ça, c'est changer les configurations du système désordonné, et puis pour chaque configuration, enregistrer le taux d'émission ou le taux d'émission normalisé, et puis tracer une distribution statistique. Donc à partir de cette distribution statistique, on peut essayer de voir si, là-dedans, il y a de l'information sur des choses importantes qui caractérisent la structure de ce milieu diffusant. Donc ce qu'on a fait, c'était une première étape de ce travail, c'est de regarder en quelle mesure, dans cette distribution statistique, l'écart type ici des fluctuations est porteur d'informations sur le milieu, et puis éventuellement, à terme, c'est des choses qu'on n'a pas encore faites, sur la dynamique du milieu. Donc pour faire ça, on peut regarder ce qui se passe. Donc ici, c'est pour les fluctuations relatives, donc ici, c'est l'écart type normalisé des fluctuations, donc normalisé par la valeur moyenne. Et ce qu'on peut faire assez facilement numériquement, c'est montrer comment cet écart type normalisé change quand le niveau d'absorption change dans le matériau. Donc là, vous avez les nanoparticules qui sont absorbantes. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on transite
assez brutalement vers deux régimes très distincts qui pilotent les fluctuations. Donc là, imaginez bien ce qui se passe. C'est une petite antenne dans un milieu désordonné. Et comme le milieu désordonné a des configurations qui changent, la puissance perdue par l'antenne fluctue. Ça, c'est la vision classique. La vision quantique, c'est le taux d'émission spontanée fluctue. Et donc, ce taux d'émission spontanée, il fluctue parce qu'il y a des interactions avec les particules. Et on a vu que les interactions en termes de diffusion, le couplage radiatif, variaient comme 1 sur la distance au cube. Et puis, les variations dues à l'absorption, le taux non radiatif, varient comme 1 sur la distance puissance 6. Donc on peut s'attendre à ce que, quand le milieu fluctue, la manière dont l'antenne émet fluctue aussi, mais de manière différente lorsque ces fluctuations viennent de la diffusion ou viennent de l'absorption. Et donc c'est ce qu'on observe, cette courbe. On observe qu'on transite, quand l'absorption change dans le milieu, vers un régime où les fluctuations sont essentiellement pilotées par la diffusion en champ proche, et un régime dans lequel les fluctuations sont essentiellement pilotées par l'absorption. Ce qui montre déjà que dans les fluctuations, de la manière dont cette nano-antenne va émettre, eh bien, il peut y avoir à la fois, dans certains régimes, de l'information sur la structure du milieu, ou à la fois de l'information de nature plutôt spectroscopique. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup en termes d'imagerie à des courtes échelles dans des milieux désordonnés. Alors ça, je vais passer. Donc je vais prendre 5 minutes pour terminer. Sur la dernière partie, où maintenant, j'ai fait le lien très rapidement entre l'émission d'une nano-antenne en champ proche et, disons, le comportement dans un milieu désordonné, dans un milieu complexe. Et donc je voudrais vous montrer comment, pour contrôler ça encore mieux, on pourrait faire appel à des concepts qui sont directement issus de la réciprocité et surtout du retournement temporel des ondes. Donc je vous rappelle rapidement ce qu'est la réciprocité en optique. La réciprocité même d'une façon générale. D'abord, ça a été postulé et ensuite démontré dans le domaine de l'acoustique. Donc la réciprocité, c'est simplement le fait de dire que si vous êtes dans un environnement aussi complexe soit-il, du moment qu'il est linéaire en tout cas, si vous mettez ici une source acoustique et que vous enregistrez ici par exemple le champ de pression, si maintenant vous permutez source et détecteur dans le même milieu, donc vous mettez une source ici, vous allez entendre ici exactement la même chose. Pardon, vous mettez la source ici, vous allez entendre ici la même chose. Donc P1 égale P2. Quand on intervertit source et détecteur, on ne change rien. Si vous entendez votre voisin dans l'appartement d'à côté, soyez sûr que lui vous entend aussi quand vous parlez. Alors en électromagnétisme, c'est un tout petit peu différent, puisque les sources sont polarisées. Donc un dipôle émetteur ici a une direction de polarisation. Les champs sont des champs vectoriels. Donc si on met une source ici et qu'on enregistre le champ électrique ici, on permute source et détecteur, on enregistre le champ ici, on n'a pas E1 égale E2, mais on a une relation un tout petit peu plus compliquée qui est simplement la constatation de la projection des champs sur les sources. Enfin, fondamentalement, c'est quand même la même relation de symétrie. Alors, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, une question importante qu'on peut se poser, c'est est-ce que fondamentalement, il y a des limites au retournement temporel quand on va faire de l'imagerie en champ proche, et est-ce que fondamentalement, quand on veut faire une expérience de focalisation, on va être gêné par le fait qu'on veut aller regarder ce qui se passe à l'échelle sublambda? Alors, la première partie de la réponse, c'est de voir si cette réciprocité, qui est fondamentale dans les expériences de retournement temporel, le retournement temporel est fondé sur le fait qu'il faut à la fois la réciprocité et la conservation de l'énergie. Cette réciprocité, en fait, qu'on peut interpréter simplement en termes de réflexion, de symétrie à la réflexion, j'éclaire avec un vecteur d'onde K', détecte avec un vecteur d'onde K. Si j'intervertis émission et détection, je conserve la même relation. D'accord ? Le facteur de réflexion dans ce sens-là est le même que dans ce sens-là. Et j'ai la même relation en transmission. Donc si j'envoie une onde plane dans cette direction que je détecte ici, j'ai le même résultat si j'envoie l'onde plane par ici et que je détecte de l'autre côté. Ces relations sont valables en champ proche, en particulier lorsque les ondes incidentes ou détectées sont des ondes évanescentes. Donc ça, c'est la première chose importante à retenir. Et alors, je voudrais vous montrer que, avec ces raisonnements, disons, en termes d'ondes évanescentes, que j'ai introduit tout à l'heure et dont je viens de parler en termes de réciprocité, on peut aussi retrouver la fameuse règle de focalisation dont a parlé Mathias Fink juste avant, et qui est une façon de voir la limite de résolution. Donc si on regarde ce qui se passe dans le cas d'une cavité plane, donc imaginons que j'ai ici une source ponctuelle qui émet une onde, j'ai pris un exemple très simple d'une cavité plane, dans laquelle les murs de cette cavité vont permettre d'enregistrer le champ à des distances qui sont très grandes devant la longueur d'onde. Donc j'ai une source ponctuelle qui émet dans une cavité plane et qui va être un détecteur du champ en champ lointain. Donc cette source émet une onde sphérique, j'ai pris un cas scalaire ici, et cette onde sphérique, on peut la décomposer en onde plane, et ce spectre de décomposition d'onde plane fait apparaître à la fois des ondes propagatives et des ondes évanescentes qui décroissent quand on s'écarte de la source.
Si on imagine maintenant qu'on est capable de faire une vraie expérience de retournement temporel, ce qui veut dire qu'on va imposer sur les parois de cette cavité d'avoir retourné temporellement le champ, en régime monochromatique, ça veut dire qu'on impose d'avoir une conjugaison de phase, et qu'en même temps, on retourne l'amplitude de cette source, donc on complexe conjugue aussi l'amplitude de cette source, ben on va simplement avoir l'onde sphérique convergente, dans laquelle les ondes propagatives se repropagent vers la source, et les ondes évanescentes vont croître lorsqu'on s'approche de la source, et tout cet ensemble-là va focaliser pour donner exactement cette onde sphérique convergente. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas a priori de limite fondamentale d'une onde évanescente au fait de faire du retournement temporel, si ce n'est que le prix à payer ici, c'est qu'il faut retourner la source. Alors mathématiquement, on peut retrouver d'une manière un tout petit peu différente le théorème que Matthias Fink a démontré, qui est le théorème qui s'applique dans une situation de retournement temporel dans laquelle, entre la phase d'émission et la phase de réémission retournée temporellement, on a supprimé la source. Donc simplement, si on repart d'une expression de ce type-là, mais qu'on l'adapte au cas ici où cette fois il n'y a plus de source dans la cavité, mais simplement depuis les murs de cette cavité plane, je renvoie renversé dans le temps un champ qui a perdu toutes les composantes évanescentes. Donc je vais avoir un ensemble d'ondes planes, toutes les ondes planes possibles, mais uniquement les ondes planes propagatives qui vont se propager dans toutes les directions possibles dans cette cavité. Et si je somme ça, donc je somme un spectre angulaire qui est borné en fréquence spatiale à 2π sur lambda, et bien ce que je montre, c'est que je reconstruis directement l'opposé de sinus KR sur R. Mathématiquement, c'est ce qu'on obtient. Et ça, c'est directement la partie imaginaire de la fonction de Green sortante. Donc on retrouve avec ce raisonnement très simple le fait que la tâche focale en retournement temporel sans source va être limitée par la diffraction. Et que donc la seule façon de pouvoir focaliser sur une longueur d'onde, ben, ça va être de générer dans un milieu complexe une fonction de Green qui va varier rapidement par rapport à l'échelle de la longueur d'onde. Donc là, c'est simplement un rappel de ce qu'est ce théorème pour les ondes électromagnétiques, puisqu'il fonctionne aussi. Le champ retourné temporellement sans source, c'est la partie imaginaire de cette fonction. Donc une façon d'aller construire une partie imaginaire qui varie rapidement, c'est d'aller se placer en champ proche de structures, puisque ces structures, si elles sont elles-mêmes sublongueurs d'onde et qu'elles ont elles-mêmes des distances sublongueurs d'onde entre elles, vont générer ici des champs en champ proche qui vont être essentiellement pilotés par la géométrie. Et là, on retrouve le caractère quasi statique des champs. Donc c'est la géométrie, cette fois, qui va piloter la structure spatiale. Donc pour terminer, je voudrais juste vous montrer un résultat de simulation tout frais, qui est dû à Cédric Van den Bem et que j'ai reçu la semaine dernière, puisque Cédric Van den Bem travaille à côté de Bruxelles, en Belgique. Donc on travaille via Internet ensemble. Et donc là, c'est une simulation numérique d'un système qui ressemble au système dont Matthias Fink a parlé à la fin de son exposé en termes de focalisation sublambda en ondes électromagnétiques. Donc là, vous avez un système bidimensionnel. Donc imaginez que vous avez des tiges métalliques verticales qui sont des particules 2D, si vous voulez, qui sont résonantes. Donc il y a une fréquence de résonance et une largeur. Et puis on place au milieu, ici, de ce système désordonné de tiges, une source. Et donc on peut calculer directement à une fréquence donnée l'allure du champ émis par cette source dans le système. Et donc vous avez une figure très complexe dans laquelle vous voyez en particulier que les structures spatiales sont pilotées par la géométrie du milieu. Maintenant, si on imagine qu'on fait un retournement temporel de ce champ, avec une cavité parfaite placée à l'infini, donc ça revient à calculer la partie imaginaire de G de R1, R2 dans ce système. Donc là, c'est un exemple où le retournement temporel est fait en régime monochromatique à deux fréquences différentes. Donc en fait, c'est de la conjugaison de phase monochromatique. Et donc la question, c'est est-il possible ou pas de refocaliser le champ d'une structure compliquée comme ça à la position de la source, qui était la source émettrice dans le problème direct. Et ce qu'on observe, c'est qu'à cette fréquence ici, qui correspond à un système extrêmement résonant, pour lequel ici le libre parcours moyen des photons dans ce milieu est tout petit par rapport à du système, c'est-à-dire que ce système est extrêmement diffusant. Ce qu'on observe ici, c'est que dans ce cas de focalisation à une seule fréquence, on arrive effectivement à focaliser sur un point chaud ici, mais qui n'a absolument rien à voir avec la position de la source initiale ici. Alors qu'en focalisant à une fréquence différente, qui ici correspond à une fréquence pour laquelle on est en régime de diffusion simple dans le système, c'est-à-dire que la lumière interagit essentiellement avec une seule particule avant de focaliser ici, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à focaliser autour de la source, mais cette fois avec une résolution limitée à lambda sur 2. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder ce qui se passe quand on fait un retournement temporel à plus large bande. Et donc cette fois, on a fait un retournement temporel avec une bande spectrale large qui couvre largement toute la relation de dispersion des diffuseurs résonants. Et donc ce qu'on observe, c'est que cette bande spectrale permet effectivement large de refocaliser autour de la source avec une résolution sublambda.
Et ce qu'on a même observé, c'est qu'en jouant le mieux possible avec cette bande spectrale pour que toutes les fréquences de ce spectre soient des fréquences correspondant à la diffusion multiple très forte dans le milieu, on arrive à focaliser avec une tâche focale encore plus petite. Donc ça, ce sont des premiers résultats qui nous confortent dans l'idée que le message que Mathias a apporté tout à l'heure est le bon, c'est-à-dire que la clé pour réaliser une focalisation contrôlée en milieu diffusant à l'échelle sublambda, c'est utiliser des signaux large bande. Alors pour conclure, je voudrais essentiellement passer 2 messages. Le premier, c'est de dire qu'il y a certainement beaucoup à gagner, et c'est une des choses qu'on veut faire dans l'Institut Langevin, en couplant les notions de champ proche optique et les notions de milieu complexe. Et en particulier, apparaissent à l'heure actuelle des outils qui sont des modulateurs spatiaux de phase qui permettent de contrôler des fronts d'onde, qui permettent de focaliser la lumière à travers ou même à l'intérieur de milieux diffusants. Donc ça, ce sont mes premières expériences qui avaient été faites dans un groupe à Amsterdam, qui montrent de la focalisation de lumière dans le domaine optique à travers des milieux fortement diffusants. Et une des choses potentiellement réalisables en couplant ça avec des techniques de nano-optique, c'est d'arriver à faire de la focalisation contrôlée à travers des milieux diffusants ou dans des milieux diffusants, mais à des échelles sublongueur d'onde. Donc ça, c'est un premier enjeu très important et un sujet sur lequel s'implique notamment beaucoup Sylvain Gigant, actuellement à l'Institut Langevin. Et puis le deuxième message important, à mon avis, c'est que cette technique de contrôle de front d'onde ou de retournement temporel, couplée à des choses que les gens savent faire en optique en termes d'émetteurs uniques, qui sont en fait un émetteur unique, une molécule ou un atome dans le domaine visible, peut être vu comme une nano-antenne extrêmement résonante. Les atomes ou les molécules sont des résonateurs extrêmement pointus. Donc il y a des choses éventuellement envisageables qui sont d'une part d'utiliser des techniques de retournement temporel pour pouvoir adresser, ou de contrôle de front d'onde par conjugaison de phase, pour pouvoir adresser très efficacement des émetteurs uniques. L'idée, c'est est-ce qu'on peut, en envoyant certaines quantités de lumière sur un milieu diffusant, arriver à en mettre un maximum sur un émetteur bien perturbé dans le système et augmenter de manière effective sa section efficace d'absorption. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à réfléchir. Une autre piste, c'est d'arriver à exciter des fluorophores qui sont répartis dans un milieu diffusant avec une excitation qui est spatialement contrôlée à l'échelle sublongueur d'onde pour pouvoir faire une imagerie tridimensionnelle de fluorescence spatialement super résolue dans des milieux complexes. Et puis il y a certainement beaucoup d'autres idées à avoir dans ce domaine. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.